Bonjour, salut à tous, salut à toutes. J'espère que vous êtes connectés. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? C'est parce que c'est le temps de la réflexion. C'est le temps aussi, entre deux tournois, entre deux matchs de foot, de se poser dans vos chambres d'hôtel, dans vos véhicules, ou bien même en famille avec vos enfants, pour leur dire la vraie histoire de l'Afrique. Elle doit aussi se raconter pendant qu'on vit l'histoire. Parce qu'en ce moment, il y a la CAN en Côte d'Ivoire, mais est-ce que vous savez que c'est une partie de l'histoire de l'Afrique qui est en train de se jouer? C'est pour ça que j'ai intitulé ce petit bout de temps de parole l'Afrique, indépendance ou coopération. Le panafricanisme est une idée magnifique. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour des leçons d'histoire à vous faire pâlir. Hein. Vous n'aimez pas ça. On a dit à l'Africain, moins il surchasse sa mémoire, plus il est dansant, plus il est heureux. Et pourtant, c'est par là que, voilà, si vous ne maîtrisez pas ce qui s'est passé hier, vous allez tomber sur le panneau de ce qui se passera demain et aujourd'hui. Alors, la Côte d'Ivoire nous parle, parce que la CAN qui se joue en ce moment, c'est le reflet de cette Afrique qui se retrouve. Mais cette Afrique aussi en contradiction avec elle-même. Les guerres, les réminiscences, les frustrations, l'indépendance, la colonisation, l'esclavage, la modernité, et puis bon, voilà. Alors, pour faire simple, ce que vous voyez là en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'aboutissement du panafricanisme. Mais dans le panafricanisme, il y a évidemment des divergences. Vous savez que l'Africain est toujours d'accord pour ne pas être d'accord. C'est-à-dire qu'il est toujours d'accord pour être en désaccord. Voilà. Donc, en 1960, il faut rappeler que le docteur Kwame Nkrumah, le président du Ghana, le Ghana obtient déjà son indépendance en 1957. Donc, en 1958, il y a déjà des velléités au Cameroun, en Algérie, ou à la partie de l'Indochine. Les gens veulent être libres. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la France a promis, l'Angleterre aussi a promis de lâcher un peu les États africains. Voilà. Mais ça, on ne libère pas un peuple seul. Il faut qu'ils se battent. C'est pour ça que l'esclavage ne finira jamais, parce que les gens sont assis chez eux. Ils attendent que c'est Dr Bissau qui aille commencer à... Vous voyez, la liberté s'acquiert de haute lutte. Alors, donc, les deux camps qui s'affrontent sur la belle notion du panafricanisme, qui est un mouvement de libération sociopolitique, économique et tout, de l'Afrique, est basé sur deux divergences fondamentales. On va même baptiser ces divergences par le clan d'Abidjan, que symbolise Houphouët-Boigny, qui a créé le RDA, le Rassemblement démocratique africain, tout ça. Et puis Kwame Nkrumah, et puis Sékou Touré, et puis donc le clan d'Abidjan, et puis le clan de Conakry, de la Guinée. Vous savez qu'en 1958, Sékou Touré dit non à De Gaulle. La Guinée a d'énormes ressources minières. Ah, la Guinée, c'est le Congo, quoi. Voilà. Ils sont riches en tout. Tout est premier chez eux, bauxite, fer, voilà. Donc, et puis la France lorgne quand même ça. Il y a aussi la Russie. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les jeunes TikTokers qui découvrent la Russie, Poutine, et puis il faut dire à Kémy Séba que l'histoire n'a pas commencé avec son étonnement, ou à Nathalie Yamb. Donc, voilà donc les deux camps qui s'opposent. Si je veux prendre un raccourci, je vais vous poser une question à la maison. Entre vivre en Guinée-Conakry et vivre à Abidjan en Côte d'Ivoire, vous choisissez quoi aujourd'hui? Voilà. C'est un peu ça. La question simple, fondamentale, mais très, très délicate. Vous allez comprendre tout à l'heure. Si je pose la question aux Africains, entre vivre à Abidjan, entre vivre en Côte d'Ivoire et vivre au Cameroun,
Vous préférez quoi? C'est pour ça que les jeunes qui n'ont pas la culture, je ne sais même pas qui paye les billets d'avion à ces jeunes influenceurs qui amènent plutôt la poussière et le désordre et, au lieu d'aller vivre l'événement historique devant eux, comme ils veulent les vues, donc ils sont obligés de se fourvoyer. Mais en réalité, maintenant on vous pose la question simple. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous êtes à Abidjan, qu'est-ce que vous ressentez? N'est-ce pas? Vous ressentez un pays abouti, enfin qui est en train de faire des avancées. Si je dis développé, beaucoup d'Africains ne seront pas d'accord, mais on est développé par l'indice de progrès humain, d'accord? On est aussi développé par le PIB, on est développé aussi par la qualité de vie, par le bien-être qu'on dégage, voilà, par le facteur humain, comme on dit, le putain de facteur humain, par la qualité aussi des populations à être épanouies chez elles. Voilà. La Côte d'Ivoire que vous découvrez aujourd'hui est une Côte d'Ivoire qui revient de loin. Deux crises successives, ethno-médiocres, et on a failli assister à la disparition de la Côte d'Ivoire. Alors, pour vous raconter l'histoire telle qu'elle, c'est que Houphouët avait décidé de ne pas suivre ses pairs. Houphouët voulait l'indépendance de l'Afrique. C'était un panafricaniste. Enfin, on va trancher à la fin. Si vous êtes d'accord, on saura qui est panafricaniste ou pas. Parce que nous pensons que le panafricanisme, c'est un humanisme, c'est-à-dire rendre les gens bien. Ça sert à quoi de salir les plateaux télé avec votre bile du matin au soir en criant « Nous voulons la liberté, nous sommes libres alors que rien ne vous appartient, alors que vous êtes fermé, hermétique à tout, rien n'est ouvert. » Et puis, c'est comme ça la plupart des pays africains. On confond de combats, on confond d'époques, on confond de notions. Alors, la Côte d'Ivoire, donc, sous Houphouët-Boigny, a décidé de ne pas se fermer. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a décidé, évidemment c'est douloureux, la colonisation, mais la Côte d'Ivoire a décidé d'affronter son destin. Et si vous voulez, on va comprendre un peu les Antilles aujourd'hui aussi, pour dire que dans cette longue lutte de panafricanisme, il y a eu la négritude, il y a eu l'autre combat. Vous avez Senghor, vous avez Césaire, vous avez, voilà. Donc, des intellectuels s'étaient assis pour dire, bon, voilà la situation. Il faut que le noir existe, qu'il montre qu'il est un humain. Une question d'identité forte. Mais Césaire avait aussi compris que, ben, dans ce combat-là, est-ce que c'est utile, en ce moment précis, nous sommes dans les années 60, de dire qu'on est indépendant ou de prendre notre indépendance? Et puis, il a décidé de rester là, dans l'Empire français. Aujourd'hui, on peut juger ou pas. Bon, les Antilles n'ont pas véritablement progressé. Il y a encore les béquets, il y a les gens qui possèdent des terres, et puis les Noirs. Être noir aux Antilles, c'est pénible encore aujourd'hui parce qu'il y a les complexes. Vous savez, hein, la mentalité bouge pas beaucoup. Plus on est foncé, plus on est rejeté. Les chabins, les chabines, tout ce que vous voulez. Et on a stratifié la société depuis l'esclavage et c'est pas parti. Économiquement, les Antilles ne tiennent pas debout. C'est encore un village français, mais archaïque. Tout ce qui peut être neuf là-bas appartient aux puissances capitalo, tout ça. Alors, merci Coco. Merci Coco. Alors, la difficulté de l'Afrique, c'est qu'en 1960, pour la plupart, les États veulent l'indépendance, on la leur accorde, ou elles arrachent, comme le Cameroun. Le Cameroun a arraché de hautes luttes, avec le Oumyobé, les Moumié, toutes nos icônes, les Wandje, hein, au Sendé. C'est vraiment l'un des rares pays au monde qui a lutté pour son indépendance, avec l'Indochine. Voilà. L'un des rares pays africains. Pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la Côte d'Ivoire sous les Lumières, quand on voit la Côte d'Ivoire qui progresse, quand on voit cette Côte d'Ivoire qui éclaire l'Afrique, qui rayonne, il y a une bonne santé économique. Certains diront que tous les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Je vous dis même, aux États-Unis, il y a 40 millions de pauvres qui n'ont jamais vu un médecin.
Mais grosso modo, ces deux écoles africaines, Houphouët-Boigny a dit, nous allons aller vers la coopération. Nous allons ouvrir le pays. Ouvrir le pays à tous ceux qui veulent s'installer, s'investir ou investir. Et au premier rang desquels la France, l'ancienne puissance coloniale, qui en a fait un terreau, un test grandeur nature d'une nouvelle Afrique qui avance. Après, on verra si ça avance ou pas. Et puis, il y a de l'autre côté, dans la même ligne, des Africains qui jugent que non, comme les Camerounais. Vous savez, le Cameroun a une spécificité, c'est que c'est un peuple très, très intello, très outillé, mais très fermé. À la preuve, vous ne verrez jamais une horde de touristes français dans les rues de Douala ou de Yaoundé s'amuser, rigoler. Ils sont toujours aux aguets. Parce que le Camerounais est très marqué par le napalm, voilà, toutes ces guerres-là, le Camerounais n'oublie pas. Donc le Camerounais est fermé, hermétique. Et vous avez aussi à côté du Cameroun le Gabon. Le Gabon qui est un petit village français. Bon, mais est-ce que le Gabon est plus en avance? Est-ce que la France s'y investit vraiment? Peut-être qu'avec le nouveau leadership d'Oligui Nguema, on verra des choses. Mais les Gabonais, la France ne met pas beaucoup d'intérêt là-bas. Je dis dans le progrès humain, dans le développement. La France, c'était total, fini, elf. Si vous allez à Port-Gentil aujourd'hui, vous avez vos larmes pour pleurer. Et puis la gabégie de 40 ans, 60 ans de bongo, de père, de fils, de tout ça ne peut pas apporter le développement, ça c'est clair. Alors on ne va pas tout mettre sur le dos de la France. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que il y a deux mentalités africaines qui s'opposent aujourd'hui. Il y a des Africains qui sont prêts à aller à la conquête du monde, qui se disent, ben nous, on veut bien que la France soit là, que l'Angleterre soit là, que les États-Unis soient là, anciens colons ou pas. Nous, on a envie de profiter aussi, ou de faire profiter à nos peuples du bien-être, de la civilisation, de ce grand marché capitaliste. C'est-à-dire que vous êtes un importateur libanais ou tunisien ou marocain, vous venez en Côte d'Ivoire, l'État fait tout pour que vous vous sentiez bien, pour que vous soyez chez vous. Et ce n'est que ça qui permet ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Mais le Camerounais, parce que je vais vous dire, avec ou sans la vie d'un Africain, le colon n'a pas besoin de votre quitus pour prendre possession de votre pays. Il y a toutes les manières détournées. La guerre économique, souterraine, stratégique, militaire, voilà, scientifique. Celui qui vous dépasse technologiquement peut venir voler votre pétrole même à 6000 km. Vous ne ferez rien du tout. Donc, alors la question qui est importante aujourd'hui, surtout celle que je pose aux Africains, c'est est-ce que vous préférez rester africain, mais sans route, sans hôpitaux, sans pont, sans chaussée, sans université, parce que vous êtes africain? Est-ce que notre ADN, c'est l'ADN de la pauvreté, mais de la fierté? Comme disait Sékou Touré, nous préférons la misère, la pauvreté à la liberté, mais sous domination. Quelque chose comme ça. Bon, mais de vous à moi, quel est le peuple qui est libre au monde? Quel est le peuple qui s'est fait en autarcie? Je prends souvent exemple pour dire aux Africains, vous voyez la France, vous voyez l'Allemagne, ils ont fait des guerres de 100 ans. Bismarck, tout ça là. La première, la seconde guerre mondiale. Mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les deux puissances motrices de l'Europe et les deux meilleurs partenaires. L'Alsace-Lorraine, enfin je ne vais pas raconter, on n'est pas là pour des cours d'histoire, on est là pour un schéma analytique, politique. Hein? Je parle du football, comme vous aimez le football, comme vous aimez la CAN, jouer ballon, pour vous proposer un petit temps de réflexion sur l'avenir et le devenir des futures générations. J'espère que vous partagez ce direct. Donc,
La question qu'on pose aujourd'hui aux Africains, c'est à quoi ça vous sert de rester panafricaniste, parce qu'on écoute Kémy Séba, j'ai rien contre, encore qu'il faut avoir la densité intellectuelle pour y aller, il ne faut pas être contradictoire. Lui, il est même né en France, hein, c'est pas de sa faute, mais il est français. Ceci n'empêchant pas cela. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il a la capacité intellectuelle? J'aimerais bien au cours d'un débat, voilà, qu'on s'asseye et qu'on demande vraiment qu'est-ce que vous entendez par panafricanisme. C'est faire la ronde des pays pour exciter les populations et après les gens ne comprennent rien et la vie recommence, ou c'est un mouvement plus structuré, il faut que les gens comprennent. Vous voulez amener les gens où? Dans un cul-de-sac? Ben, parce que j'aime bien dire parfois que, par exemple, Kémy Séba a ouvert une boutique chez lui au Bénin, mais il utilise, on vend et on échange en CFA. Il faut être cohérent. Nathalie Yamb aussi m'intéresse sur ce sujet, elle est brillante, elle est très belle. Ça m'étonne même qu'elle ne fût pas mariée ou qu'elle soit pas mariée, mais bon, c'est sa vie privée. Mais ma sœur Nathalie Yamb, elle est bien, très bien en Suisse, vous voyez, et profite Il y a cette lutte panafricaniste où tous les panafricanistes la vivent très bien. Ils ont des chèques de la Russie, ça tombe là. Mais quand on vient sur le fond du développement de la pensée, c'est la fuite. Elle est suisse ou suissesse. Et je peux vous dire que Nestlé a tué plus d'Africains que tous les militaires français au Niger. Nestlé tue plus d'Africains. Voilà. C'est-à-dire, la Suisse est encore plus terrible, si le pléonasme m'est permis. C'est-à-dire que c'est des pays prédateurs. Ils tiennent les pays, les dictateurs africains dans la monnaie. Ils permettent d'ouvrir des comptes aux gens analphabètes en Suisse. Ils vident tout l'argent de tous les pays, que vous soyez du Niger, du Cameroun, du Gabon, du Bénin, Togo, ils n'ont pas pitié, parce que l'argent n'a pas pitié. Donc, c'est le pays de l'argent fou. Et pour avoir cet argent, ils sont prêts à déclencher les guerres, mais pas directement, indirectement, mais ils ramènent tout le butin chez eux. Et ils sécurisent. Et je vous raconte cette histoire parce que il y a des chefs d'État comme Mobutu. Quand Mobutu est décédé, sa femme, la deuxième femme de Mobutu est allée à Genève. Elle dit, mon mari a son compte ici. On dit alors, votre mari c'est vous? Les enfants de Mobutu sont à la rue aujourd'hui. Et le Togo et le Congo payent. La Suisse n'a pas d'état d'âme. Ils ont raison. Donc, ceci dit, c'est bien de pousser la réflexion, mais maintenant concrètement, est-ce qu'on veut une Afrique qu'on vilipende? Parce que moi, je regarde toute la haine. Les Africains ont deux comportements sur la Côte d'Ivoire. Ils sont très haineux, ils sont très jaloux, ils sont très vindicatifs, on critique tout, on veut... la plupart des Africains supportent Laurent Gbagbo, Blé Goudé. On ignore que c'est ces deux monsieur, gentlemen-là, qui ont failli détruire leur pays. Peut-être pas directement, mais ils ont amené ce qu'on appelle l'exclusion, l'ivoirité, l'incitation à la haine raciale. C'est vrai que Blé Goudé a payé 9 ans, Gbagbo a payé, mais c'est bien de dire qu'on lutte pour la fierté de l'Afrique, pour l'indépendance, mais c'est aussi une autre chose d'inciter les peuples à l'autodestruction et à la guerre civile. C'est pas viable. Alors, je vous repose la question aujourd'hui. Est-ce que vous voulez... Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut aller vers cette France-là, mais en essayant d'élever notre niveau de pensée? Parce que si vous allez toujours en Boutoukou, vous serez Mboutoukoisé. Est-ce que les Africains de 1960 sont les Africains de 2023? Est-ce qu'on ne peut pas affronter l'Amérique, l'Angleterre, la France, bref, les colons, si vous voulez, mais avec un autre discours? Tu as dit, oui, mais gars, écoutez, prenez 10 barils de pétrole, mais faites-nous une route, une vraie. Ou bien échangeons un peu, voilà, envoyons nos étudiants étudier la linguistique et le cinéma peut-être, mais envoyez-nous aussi des ingénieurs qui... Mais il faut de la coopération. Alors, les gens ont confondu le panafricanisme avec l'autarcie. On est renfermés sur nous-mêmes. Tous les autres doivent sortir. Nous ne voulons plus des gens qui viennent chez nous. Et
tous les pays africains qui sont passés par ce stade du panafricanisme béat, aigu et stricto sensu bête aboutissent à la guerre civile. Et les Africains, nous sommes médiocres pour la plupart. On supporte évidemment celui qui attise le tribalisme. C'est pour ça que j'ai un ami qui s'appelle Jean-Pierre Bekolo, qui est connecté, s'il pouvait prendre la parole. Il a fait une proposition pour dire il faut que les tribus disparaissent en Afrique. C'était pas une idée si bête que ça. C'est même un problème d'État. Mais comme les gens qui donnent les bonnes idées en Afrique ne sont jamais écoutés, ça va finir par un petit film produit par TV5, donc la France. Mais le vrai sujet, c'est là. Il faut que l'Africain tue un peu ses passions, soit objectif, sache choisir ce qui est utile pour lui. Moi, je ne veux pas être aimé, mais les Africains, vous voyez, je ne peux pas être populaire en Afrique parce que je ne suis pas dans le discours qui incite le village. Il y a des gens, même au Cameroun, je connais, toute leur politique, c'est le communautarisme, le village, refermons-nous, c'est nous, nous sommes ceci, nous sommes les guerriers. Mais si vous êtes guerrier, vous allez affronter d'autres tribus guerrières et il y aura 1000 Maasai morts. Donc, c'est un nouveau paradigme que j'appelle les Africains. Parce que beaucoup de jeunes arrivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci Jean-Pierre Bekolo, tu sais comment je tiens. C'est pour ça qu'on profite de cette petite tribune que nous donne Zuckerberg pour essayer de ne pas disparaître. Parce que si ça dépend des Africains, ils vont même pas nous laisser le temps, même 2 minutes de parole. Ça ne les intéresse pas. Mais ils veulent commander, ils veulent subir et se plaindre. Regardez donc, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je dis pas que tout est parfait, mais vous sentez que les choses bougent. Vous sentez un effort de sortir de la fatalité. Mais vous savez donc que pour que Ouattara arrive au pouvoir, je peux vous laisser deviner. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il est burkinabé, étranger. C'est-à-dire, les panafricanistes ne comprennent pas qu'un Africain, qu'il soit étranger ou pas dans un pays, peut être africain et travailler pour ce pays. Oh, c'est un type il est pro-français. Mais, et son opposant de l'époque, c'est ça qui était bien dans l'histoire, Laurent Gbagbo, qui est un brillant professeur, hein, ça on ne discute pas, était déjà français avant Ouattara. Il a des enfants français, il a été marié à une Française, et c'est les gars, il a été fabriqué par le Parti Socialiste qui l'a amené au pouvoir. Mais vous savez ce que c'est que le Parti Socialiste, même ici en France? C'est l'échec. C'est des mecs qui vous mettent des montres comme ça, 500 000 € et ils disent au peuple et aux immigrés, on va se battre pour vous. Mais ils mangent dans les beaux quartiers à Paris. La réalité, c'est que dans la vie, il faut savoir choisir son camp. Savoir définir ses priorités, savoir avancer. J'ai aussi rêvé de cette Afrique où on peut circuler. Il y a des ponts, il y a de la lumière, il n'y a pas de coupure d'énergie, il y a une économie stable parce qu'il y a un financier qui est là et qui amène tous ses amis financiers du monde. Parce que Ouattara, c'était la Banque mondiale, c'était le FMI, et c'est toujours ce réseau-là qui dirige le monde aujourd'hui. Mais si vous avez un enfant qui allait à l'université, qui a des contacts, qui a un carnet d'adresses et qui rentre au village, mais c'est à vous d'utiliser le carnet d'adresses. Et c'est cette mentalité camerounaise qui se joue même sur le terrain de foot. Vous voyez la réaction des gens quand on leur parle de Samuel Eto'o. Ils rejettent. Quand on leur parle de Rigobert Song, non, ils ne veulent pas. Alors que ces enfants sont des élèves du village, des enfants du village qui sont allés chercher le savoir, l'expertise, l'expérience et qu'ils veulent ramener chez eux. Quand je parle de football, on peut élargir à tous les domaines. On peut élargir. Il y a des Africains, il y a des Camerounais, surtout quand ils rentrent chez eux. Ils sont très brillants à l'étranger, mais chez eux, ils ne peuvent pas exister parce que le village n'en veut pas. Les familles n'en veulent pas. Le pays n'en veut même pas. Ouvrez même tout ce que vous voulez, des bars, des bistrots. Ouvrez tout ce que vous voulez, apporter de bien. Et les gens ont intégré dans cette mentalité de nous. Et c'est la médiocrité, c'est le tribalisme. Donc la question aujourd'hui, c'est l'indépendance
Mais pourquoi en faire si on n'a pas les capacités économiques de donner la liberté? Ou bien la coopération intelligente qui amène les meilleurs d'entre nous, de nos enfants, à arriver au pouvoir et à traiter. Regardez par exemple ce qui se passe. En Côte d'Ivoire en ce moment, il y aura l'élection présidentielle, je pense en 2025, donc dans quelques mois. Et puis vous avez un gars qui s'appelle Tidiane Thiam, qui est l'un des meilleurs banquiers du monde, patron du Crédit Suisse. Je peux vous dire que le tribalisme aussi a déjà commencé sur lui. Personne ne veut regarder son CV. Personne ne peut voir intelligemment ce qu'il va nous apporter. J'ose croire qu'il n'y aura pas des Ivoiriens pour nous rappeler l'ivoirité, parce que c'est le neveu du Fouet, c'est un fils de Côte d'Ivoire, c'est un Baoulé, c'est un Akan pur, mais qui a une ascendance du Sénégal. Et alors? Qu'est-ce qu'on peut dire de Sarkozy? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'Obama, dont le père est kenyan? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, les notions qui ont échoué partout ailleurs, les Africains en font une priorité. Moi, je suis fier de cette Côte d'Ivoire que je vois. Je découvre que notre discours que nous tenons depuis 15, 20 ans, 25 ans, depuis un demi-siècle, est en train de porter parce que les Africains se disent, mais finalement, nos dirigeants nous trompent. Ils masquent leur incompétence, ils masquent leur fainéantise, ils masquent leur mépris pour le peuple et leur vol par leur panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas voler les maigres recettes qui nous reviennent pour aller acheter des châteaux en Suisse. Le panafricanisme, ce n'est pas de dire au peuple, nous sommes fiers, nous sommes africains, nous sommes heureux, nous ne sommes pas les vaches à lait de la France, alors qu'au fond, toute l'économie repose sur la colonie. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle est belle. Nous sortions d'une émission sur un plateau télé d'Afrique Média à l'époque. Je suis l'un des initiateurs de ce projet. Même s'ils sont de très mauvaise foi, surtout au Cameroun, ils ne reconnaissent jamais la valeur. Et nous sortions d'un débat et il y avait donc ce panéliste, Simon, qui insultait la France. Il a déshabillé la France, voilà, donc, par monts et merveilles. Et à la fin de l'émission, il n'avait pas de carburant dans sa voiture. Et il était tombé en panne sèche. Et la seule station qui était ouverte là et qui était potable, c'était la station Total. Et je lui ai donné un bon de carburant, de la Total que j'avais. Mais il était coincé, oui. Il n'avait plus, il pouvait pas, il avait la fierté de dire, lui il est panafricain, il ne veut pas de la Total, mais en même temps, c'était la Total. Il y avait la poussière et la panne sèche. Alors, qu'est-ce que l'Africain veut à la fin? Vous voulez qu'on reste raconter notre histoire dans les livres de la médiocrité, de la pauvreté, du sida, des guerres civiles, de la pauvreté, au lieu de regarder ce que... la France n'est pas exempte de tout reproche. Elle a fait son mea culpa en Algérie et tout. Les Français, ils veulent peut-être redéfinir un nouveau truc. Et puis, les Magic System ont dit premier Gaou n'est pas Gaou. C'est deuxième Gaou qui est, voilà, complétez vous-même à la maison. Hein? C'est ça, non? Donc, ça veut dire que si cette deuxième fois, la France est en train de nous faire des appels de balles, ou bien l'Angleterre, ou bien n'importe quel autre pays colonial, c'est à nous, c'est à nos enfants de décider de quelle forme devrait prendre ce nouveau rapport. Et Ouattara est en train de léguer à la Côte d'Ivoire le pays de rêve qu'ils auraient bien voulu avoir et qu'ils ont déjà. Bon, mais maintenant, le problème en Afrique, c'est la transmission, et du pouvoir, et du talent, et de la pensée, de la sagesse, et des institutions, et de tout. Est-ce qu'il saura faire cette transition doucereuse? Est-ce que ça va bien se passer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y aura pas un autre groupe de petits, je ne stigmatise pas de religion ou de région, est-ce qu'il n'y aura pas un troupeau, un carteron de tribalistes, d'ethnofascistes qui va encore arriver au pouvoir pour réimposer la médiocrité aux Ivoiriens? J'espère qu'ils sont assez intelligents. J'espère qu'ils sont assez ouverts d'esprit. J'espère qu'ils sont assez mûrs intellectuellement pour regarder ce qui est bien pour eux. Parce qu'on n'atteint pas le progrès si on n'a pas les bases.
de la science, de la connaissance. Je sortais de là pour vous dire que mon dernier livre que vous voyez ici, les Africains le méprisent, mais il est numéro 1 des ventes sur Amazon en ce moment, c'est Industrialisez-vous et taisez-vous. Il a été édité au Cameroun, il est resté sous les tiroirs, mais depuis que je suis à Paris, c'est les appels à conférences, à tout. Parce que là-bas, c'est plus facile d'écrire sur tel a fait ceci, tel m'a arnaqué, tel m'a volé, tel est méchant, tel est tribaliste. Mais les vraies questions de fond, c'est la science, l'industrie, la technologie. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc, si vous avez l'occasion, vous m'appelez, on en parle. C'est un livre vraiment coup de poing. C'est ce genre de document que nous incitons les jeunes Africains à lire ou à produire pour qu'on montre à nos enfants la route. La Côte d'Ivoire est en train de montrer la route. Et puis le débat des panafricanistes, c'est toujours, oui, mais ils construisent les ponts, mais est-ce que c'est pour eux? Est-ce qu'ils ne vont pas payer les dettes? Mais vous croyez qu'il y a quelque chose de gratuit sur Terre? Attends, vous imaginez. Donc, à quoi ça vous sert donc de piétiner votre boue et votre pétrole sur Terre parce que vous avez la fierté de dire que vous le protégez? C'est absurde. Aujourd'hui, la Corée du Sud vend. Tous les pays du monde vendent. Et les terres, la Chine est le premier importateur mondial de terres rares. Donc la Chine, en plus de vous vendre les babouches, les cheveux, les mèches, les voitures électriques, la haute technologie, les fusées, elle vend aussi sa terre. C'est la terre rare. C'est avec ça qu'on fait les téléphones et tout, comme les Congolais. Bon, mais il faut que les Congolais maîtrisent l'outil scientifique. Que les Congolais aillent vers l'industrialisation. Quand je dis Congolais, c'est l'Afrique. Il faut. Et j'ai été marqué par un brillant Sénégalais avec qui je discutais sur Paris. On était dans un restaurant et il supportait un jeune candidat, Sonko, parce qu'il y a les élections qui arrivent aussi là-bas, on va surveiller. Et il disait que Sonko est très populaire, Sonko est panafricaniste, Sonko, bon. Et puis, à un moment, ils ont dit, il m'a dit que lors des émeutes, vraiment, c'était chaud et tendu, que les Sénégalais sont prêts à tout brûler. Je dis, ah bon? Ok. Mais pourquoi vous ne brûlez pas le train tout neuf qu'on appelle TER? Même les Français en ce moment n'ont pas le train qui roule à Dakar parce qu'il est neuf, il est frais. Les TER, les trains qui roulent en France ont 30, 20 ans. Mais les Sénégalais ont des trains neufs par le même fabricant. Donc c'est un transfert de technologie à condition d'être vous-même intelligent, de savoir copier, de savoir capter, de savoir étudier. Il m'a dit, ah non, 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 comment on n'est pas quand même fou? On veut bien, mais on ne va pas brûler le train. Est-ce que vous avez compris cette réflexion? Donc je veux bien que ces gars qui se disent professeurs de philo du quartier là, des petits banlieues de France, paumés, des petits lycées, qui viennent nous démontrer qu'ils ont l'intelligence acquise. Vous savez, l'Africain doit aussi se départir de ce dogme d'un papier signé qui ne vaut pas l'intellect pesé. D'accord? La capacité à comprendre le monde et être moderne et avancé. Nous avons été battus hier. Nos arrière-parents étaient des esclaves. Nos parents ont été colonisés. Moi, je ne le suis pas. Mes enfants ne doivent pas l'être. Et je veux que ce discours reste dans vos têtes. Armez-vous de science. C'est Cheikh Anta Diop qui l'avait dit. I love you. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique. Et vive la coopération. J'y crois. Et vive aussi l'indépendance. Les deux peuvent aller ensemble. Quoique. Allez, partagez ce direct. Je vous sais intelligent. Ne le perdez pas. S'il vous plaît.